se passe bien pour les préparatifs du réveillon ? J'en suis certain, mais juste avant, j'ai envie de vous faire découvrir quelques reportages qui nous ont marqués ces derniers mois. Et pour commencer, vous en souvenez certainement cet été, le massif des Maures a connu un gigantesque incendie. L'équipe de Power Boost a rencontré un viticulteur qui souhaitait pousser un coup de gueule. On l'écoute. Bonjour Guillaume. Bonjour. Alors Guillaume, nous étions venus vous voir il y a quelques mois, c'était superbe et malheureusement la semaine dernière il y a eu un incendie. Et ce que vous dites c'est que des incendies il y en a toujours eu dans l'histoire et on avait laissé la place à l'homme, à l'agriculteur, aux personnes pour entretenir. Et là avec la création de cette réserve, vous vous dites on n'a pas fait ce qu'il fallait. Oui, bien sûr, j'ai 58 ans, je vis ici depuis toujours. J'ai connu le feu en 79, je l'ai connu plusieurs fois après, en 2003, 89. Bref, les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets, le vent, la chaleur, on sort d'une semaine de canicule, etc. Donc l'incendie, c'est une donnée existante sur notre territoire, sauf que là, vraisemblablement, on a un déficit d'entretien de l'espace qui est lié à cette réserve naturelle nationale qui a été créée en 2010-2012. Donc elle a que 10 ans. Et on a laissé le non-entretien des fossés, de certaines périphéries, de zones coupe-feu, plantation de vignes, défrichement, plantation de vignes, plus nettoyage de certaines parcelles pour faire des coupe-feux. Ceci ne dit pas que le feu ne serait pas passé. Simplement, ne serait-ce que par l'entretien des fossés et certaines des zones coupe-feu, on aurait pu au moins ralentir sa croissance, sa vitesse. Aujourd'hui, les moyens techniques sont très forts. Les pompiers sont archi équipés, les avions, les hélicoptères, enfin, tout ce matériel. C'est dommage que je pense que ce déficit d'entretien a accéléré la propagation de ce feu. Alors après que le vent souffle dans un sens, qu'il souffle dans l'autre, je pense que ça a toujours eu lieu. Alors je n'ai pas de données scientifiques. En fait, à vouloir trop protéger, à vouloir surprotéger, on a sous-protégé. Trop de protection tue la protection. Et aujourd'hui, on est dans un système dogmatique, on veut régenter comme ça, et on n'écoute pas le local. Mais Guillaume, il fallait protéger une tortue, vous n'étiez pas contre et vous n'étiez pas contre un parc national mais pas une réserve, expliquez-moi pourquoi. Bien évidemment, la tortue, pour moi, c'est un animal fantastique. Je l'ai toujours connu, enfant, il y avait plein de tortues. Enfin, je ne peux pas en vouloir à cet animal et bien sûr que je souhaite qu'on la protège, bien évidemment. La seule problématique, c'est qu'à l'époque où on nous a annoncé ce projet de réserve, nous, on était plutôt favorable éventuellement à un parc naturel. Alors, il y a d'autres contraintes. La vraie différence, c'est que le parc naturel crée une cogestion entre l'administration, entre guillemets, et les opérateurs locaux. Là, la réserve, c'est une gestion dogmatique, tout simplement. On nous a dit, vous faites ça, vous protégez, et sous la sacro-sainte volonté de protéger l'environnement, aujourd'hui, on voit les conséquences. L'environnement doit se gérer avec les agriculteurs. Mais c'est partout le même problème en France. On doit concilier avec les agriculteurs pour gérer l'environnement. Mais ça veut dire que vous n'aviez pas le droit d'entretenir ? Bien sûr. La simple nuance, c'est qu'aujourd'hui, sur une réserve, on n'a pas le droit d'entretenir. On n'a plus le droit de débroussailler à partir du mois de mars, ce qui est incohérent. N'importe où en France, on oblige même les particuliers à débroussailler autour de leur maison et tout, et nous, on nous interdit de débroussailler. Concrètement, Guillaume, ça veut dire que vous avez tout perdu de vos vignes ? Non, la vigne n'a pas tout brûlé, mais en périphérie, vous le voyez sur ces parcelles, la périphérie des vignobles est brûlée, le feu brûle 2, 3, 4 rangées, la vague de chaleur peut en brûler un peu plus. Donc ces vignes, la récolte est perdue. Par contre, la vigne a très rarement été complètement détruite, c'est très rare. Et elle va redémarrer, il va falloir la retailler, donc on va perdre de la récolte, on va avoir une à 2 années un peu compliquées, mais bien évidemment le vignoble n'est pas perdu. C'est d'où l'intérêt de la barrière coupe-feu qui est faite par les vignes dans ces zones. Au mois d'octobre dernier, nous étions au salon EIMA à Bologne et nous avons trouvé un robot, vous allez le voir, pour le moins étonnant. Les synergies entre robotique et biocontrôle existent déjà depuis plusieurs années avec l'avènement des robots de désherbage comme ceux de l'entreprise française Naio Technologies ou encore de la société suisse EcoRobotics. C'est en Italie, dans le cadre du salon EIMA, que le MAC du biocontrôle a pu dénicher une innovation avec un robot qui permet de protéger les cultures grâce au rayonnement ultraviolet. Alors, le principe sont des lampes UVC, c'est-à-dire que c'est la première machine au niveau mondial, avec un brevet totalement mondial, qui utilise un principe des lampes qui sont pour protéger le vigne. La technique serait efficace également de façon active contre le mildiou. De la même manière, elle renforce l'efficacité des produits de biocontrôle grâce à l'action préalable des ultraviolets. Ce principe de flash lumineux rappelle l'initiative de l'entreprise française UV Boosting, mais avec une unité portée par un tracteur enjambeur.
Le concept de la start-up italienne s'appuie sur l'autonomie. Une station de type météo s'installe sur la parcelle et va traiter des données à partir de différents paramètres comme la température et l'humidité. Si la station interprète que la période est propice aux maladies fongiques, elle va venir réveiller le robot. Ce dernier va ensuite, de façon automatisée, circuler dans les interrangs pour flasher les cultures. On va mettre le cap sur les Pays-Bas, enfin sur une start-up des Pays-Bas. Salut Dick. Bonjour. Alors Dick, tu viens des Pays-Bas avec un poids lourd du robot. En quoi il se différencie des autres ? Ce robot, le Hackbot de Axit, c'est une machine qui remplace un tracteur. Donc tout le reste, ça reste pareil. Les outils derrière, les outils devant, on enlève le tracteur, on met le Hackbot à la place. Avec un rééquilibrage des masses. Voilà, tout à fait. Donc avec un point de gravité assez bas et puis un poids beaucoup plus léger, donc beaucoup moins de pression au sol. Bon, alors maintenant il faut qu'on parle prix. Vous allez le commercialiser à quel prix ? Celui-là, à Chenille, il sera aux alentours de 220 000 euros en fonction des équipements. Il y aura une version sur 4 roues l'année prochaine, des roues de 1,40 m qui va tourner aux alentours de 200 000 euros. Et on aura des machines plus petites, par exemple pour des viticulteurs, aux alentours de 150 000 euros. Alors pour parler rentabilité, vous avez dit le prix, mais il me faut une ordre d'idée de débit. Oui, donc à peu près, cette machine roule à peu près à 10-15 km à l'heure avec là actuellement un outil à 3 mètres de large, ce qui fait à peu près 2-3 hectares à l'heure. Bon, merci et puis félicitations. Merci à vous. Vous le savez, les constructeurs vous annoncent des délais toujours plus longs et nous, on a trouvé un constructeur qui a été capable, malgré la crise, de comprimer ces délais de livraison. José Justino, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes le président de Galucho, ici au Portugal. Est-ce que vous pouvez me donner quelques chiffres clés de votre entreprise ? Nous sommes une entreprise familiale, nous avons une centaine d'années, 1920 on a démarré. Et nous sommes le plus grand fabricant du Portugal, d'Ibérie aussi, de machines de préparation du sol. Notre chiffre d'affaires, c'est environ 25 millions d'euros. On fait les machines agricoles, aussi les transports routiers de charge. Cette année, votre chiffre d'affaires a augmenté de 30% et pourtant, les chaînes de fabrication ne sont pas arrêtées ? Oui, nous avons augmenté 30% notre production jusqu'à ce moment, presque à la finale de l'année. Nous n'avons pas eu, depuis le début de la pandémie, heureusement, on n'a pas eu d'arrêt de production. On a eu un approvisionnement très bon et surtout, en contre-marche, on a des délais de livraison plus courts maintenant. Alors, donnez-moi un ordre d'idée. Aujourd'hui, si on veut se faire livrer un outil chez vous, il faut attendre combien de temps ? Je dirais 2 mois maximum, en moyenne. Peut-être il y a des machines un petit peu, il y a des machines que nous avons en stock presque immédiat. Et paradoxalement, vous avez même réduit vos délais de livraison. Vous avez un chiffre d'affaires qui augmente, on est en crise et vous réduisez les délais de livraison. Nous avons un grand avantage parce qu'on fabrique dans l'usine la plupart des composants. Par exemple, les disques ici, on les fabrique. Je crois que c'est une situation unique. Je ne connais pas des autres fabricants de machines agricoles qui le font. Alors, si nous sommes ici, ce n'est pas pour rien. Il y a beaucoup de constructeurs qui ont souhaité externaliser la fabrication des disques. Vous, pourquoi avez-vous souhaité la conserver ? Nous avons conservé parce que c'est une tradition dans la famille. Dans les temps des dernières années avant la pandémie, on était en train de changer ça, de changer pour l'outsourcing. Mais avec la pandémie, on a regardé que c'est un avantage compétitif incroyable. Et alors, on fait le reverse. On va faire des investissements dans la continuation de la production internale. Et je crois que pour nous, c'est bien et nous sommes très heureux de cette situation. Merci José et félicitations. Okay, merci. Si vous avez envie de monter un élevage et si vous n'avez pas trop peur de prendre un coup de bec, ce reportage peut vous intéresser. Salut Mike. Salut Jean-Paul. Moi ça me fait peur, c'est puissant et ça peut être un peu agressif des autruches. Ça peut même être très dangereux. On dit que ça peut tuer un lion ? Avec les pieds. C'est-à-dire un coup de patte comme ça, hop, c'est capable de faire beaucoup de dégâts ?
Les mâles pèsent en moyenne 150 kg. Il y a environ 35 kg de muscles par cuisse. Donc ils ont un territoire, ils le préservent, ils le gardent. Et ils attaquent instantanément si on rentre dans ce territoire. Ils prennent 60 km/h en 2 secondes et ils tapent très fort. Alors que si on veut élever des autruches, c'est pas comme si on veut élever des poules. C'est-à-dire qu'il y a quand même des règles de sécurité à adopter. Ah oui, ça se fait pas comme ça. On n'achète pas une autruche comme on achète une poule. Si vous voulez acheter une autruche, il faudra montrer patte blanche. Patte blanche, c'est un certificat de capacité. Pour l'obtenir, il vous faut 3 ans d'expérience dans l'autruche. Et après, vous passez au service vétérinaire devant une commission où on vous pose un tas de questions et là où on vous le donne ou on vous le donne pas. Alors concrètement, tu arrives à produire quoi avec cet élevage ? Jean-Paul, notre chiffre essentiel, c'est l'œuf d'autruche. Alors on cumule ça avec du tourisme, bien sûr. C'est-à-dire qu'on fait des safaris en Land Rover, on amène les gens voir les autruches, on est sur 7 hectares. On leur explique comment ça se passe, d'où elles viennent, toute l'autruche, de A à Z. On les amène voir les autruches de très très près, ils se font mordre, ils les prennent en photo. Et la plupart des gens qui viennent ici voir les autruches nous achètent des œufs ou des produits dérivés de l'autruche. Voilà. Parle-moi un peu de l'œuf justement, ça pond un œuf tous les jours, ça couvre combien de temps ? C'est qu'une saison de reproduction. Ça commence au mois de mars et ça finit à la fin du mois d'octobre. Là, les mâles deviennent très dangereux, encore plus dangereux que de coutume. Alors comment ça se passe ? Dans les meilleurs moments de cet laps de temps, les femelles font un œuf tous les 2 jours. Ça, c'est vraiment dans les meilleurs moments. On dit que les bonnes pondeuses font dans cette saison 50 œufs en moyenne. Oui, mais explique-moi, on en fait quoi ces œufs ? Alors, l'œuf d'autruche, qui est un œuf qui pèse 1,5 kg en moyenne. Il faut savoir que l'autruche, c'est le plus gros oiseau du monde, donc c'est lui qui fait le plus gros œuf. Ça représente en moyenne 24 œufs de poule. Et c'est très très bon l'œuf d'autruche. C'est très 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 bon, que ce soit en omelette, que ce soit en brouillade, que ce soit en œuf à la coque. C'est très prisé en œuf à la coque. Il y a un débouché pour les plumes ? Il y a toujours un débouché pour les plumes, pour le cuir, parce que le cuir d'autruche, si vous plumez une autruche et que vous gardez le cuir, les éleveurs qui en tuent beaucoup gardent ça dans du gros sel, et vous avez des maisons, des grosses boutiques qui font du cuir, qui vous rachètent, ça vaut environ 90 € une peau d'autruche. Et côté nutrition, il faut leur donner quoi ? Alors côté nutrition, essentiellement, ça broute de l'herbe, ça peut manger jusqu'à plus de 90% que de la luzerne. Après, vous avez des parcs comme celui-ci où il y a beaucoup de jeunes et où il n'y a plus grand-chose à manger, donc là, elles ont un complément avec du granulé. Mike, dis-moi, si un jeune qui nous écoute a envie de se lancer dans l'élevage d'autruche comme toi, on en vit, c'est facile, c'est pas facile ? Alors j'ai envie de dire, c'est pas facile du tout. Moi j'ai la chance d'être dans le sud de la France, dans le Luberon, dans une région touristique. Et du coup on a un gros support par rapport aux visites de ces gens qui viennent en vacances chez nous dans notre région. Après, il y a possibilité d'en vivre, mais je pense que c'est une grosse infrastructure avec un abattoir aux normes et faire beaucoup de viande. Après, ceci étant, il faut savoir que du peu de viande consommée en France, il n'y a que 1% qui est produit en France. Donc il y a quand même une place à prendre, ça c'est sûr. Mais c'est des gros investissements et c'est pas évident. Quelqu'un qui veut s'y lancer à la légère, il n'y arrivera pas. Merci beaucoup Mike. Je t'en prie Jean-Paul. Bon voilà, ce best-of de l'émission Power Boost est à présent terminé, j'espère qu'il vous a plu. Je vous souhaite un très joyeux réveillon de la Saint-Sylvestre, mais surtout prenez bien soin de vous. Et nous, on se retrouve tout début janvier.